Pour lancer cette exploration aujourd'hui, il faut vraiment faire un effort d'imagination assez radical. Il faut oublier tout ce qu'on croit savoir sur le glamour hollywoodien, sur les explosions à l'écran ou même sur les arcanes de la politique californienne. Oui, il faut vraiment tout effacer. Exactement. On fait un saut en arrière et on atterrit en 1947, dans une Autriche qui est complètement à genoux après la guerre. C'est une année marquée par une famine terrible. Une période extrêmement sombre, oui. Et l'image qu'il faut garder en tête quand on ouvre ce livre, c'est celle d'un gamin maigrelet. Il vit dans une vieille maison de forestier à Thal, qui est un village minuscule et super isolé. Le décor décrit par l'auteur est d'une rudesse implacable. Il n'y a pas d'eau courante, pas de toilette à l'intérieur. Aucun véritable chauffage central non plus. Pour avoir de l'eau, il faut marcher dans la neige, affronter des températures glaciales qui descendent parfois à moins 20 degrés, juste pour atteindre le puits du village. C'est un environnement franchement misérable. C'est le mot. C'est la survie au quotidien, quoi. Et pourtant, au milieu de cette désolation absolue, ce jeune garçon décide avec une certitude qui frôle presque la prescience qu'il va un jour conquérir l'Amérique. Donc aujourd'hui, on entame une analyse approfondie de ce livre fascinant, une immersion totale dans la mécanique mentale d'un homme qui a accompli l'impensable. Et ça, pas juste une fois. 3 fois. Voilà, dominer le culturisme mondial, devenir la star de cinéma la plus rentable de la planète et finir par diriger la 5e puissance économique mondiale. Et la mission de notre discussion d'aujourd'hui, c'est d'éviter absolument le piège du résumé scolaire ou de la simple énumération de ses victoires. L'objectif de ce livre, et le nôtre du coup, c'est de soulever le capot, de regarder le moteur en dessous. De voir comment ça fonctionne vraiment à l'intérieur. C'est ça. Comment on construit, pièce par pièce, une psychologie qui refuse catégoriquement l'échec. C'est une véritable étude de cas sur la stratégie, le positionnement marketing et une détermination qui sort du commun. C'est une lecture indispensable pour quiconque est fasciné par la capacité humaine à transformer des faiblesses évidentes en avantages déloyaux. Totalement. Et l'enjeu central que pose l'ouvrage, la question à laquelle on va essayer de répondre, elle est fascinante. Est-ce qu'on utilise exactement le même logiciel mental pour remporter un concours de muscles en Europe, pour négocier avec les plus grands studios d'Hollywood et pour gouverner des millions d'électeurs ? C'est là que le dossier devient vraiment captivant. En explorant les pages de ce livre, on a l'impression que pour lui, la réalité n'a jamais été une contrainte. Non, c'était juste une simple suggestion. Voilà. Et pour comprendre cette recette, il faut retourner à l'intérieur de cette maison glaciale de Thal. Parce que le terreau familial, il est crucial. Ah oui, le père de famille Gustave. L'auteur explique bien qu'il n'avait rien d'entendre. C'était un ancien gendarme, profondément traumatisé par la Seconde Guerre mondiale. Il avait frôlé la mort, il avait été piégé sous les décombres à Leningrad, et il en était revenu complètement brisé, physiquement et psychologiquement. Ce qui se traduisait par un comportement très dur à la maison. Une discipline quasi militaire. Les détails de la routine quotidienne qu'on lit dans le livre sont hallucinants. Par exemple, pour avoir le droit de manger ses tartines au petit déjeuner, il fallait d'abord mériter son repas. En enchaînant des séries de pompes et d'abdominaux, dès le réveil. Pire encore, ce père favorisait ouvertement le frère aîné, Maynard. Il le trouvait plus robuste, plus conforme à ses attentes. Et normalement, quand on y pense, un tel niveau de pression et de rejet, ça écrase totalement le potentiel d'un enfant. C'est une observation fondamentale de l'ouvrage. Si on regarde ça sous le prisme de la psychologie comportementale, ce type d'environnement tyrannique produit généralement 2 résultats. Soit des individus complètement soumis, soit des rebelles qui s'autodétruisent. Mais là, le résultat a été tout autre. Exactement. Dans ce cas précis, la dureté paternelle a agi comme une forge. Au lieu de l'effriter, elle l'a cuit comme une brique. Ça a créé en lui un besoin viscéral, presque vital, de fuite. Mais attention, ce n'était pas une fuite désordonnée, il y a un plan. Oui, et le moment décisif, le véritable point de bascule raconté dans le livre, c'est le jour où il aperçoit un magazine de musculation américain. Sur la couverture, il y a Ray Park. L'ancien champion de culturisme britannique. C'est ça. Devenu acteur pour incarner le rôle d'Hercule au cinéma. Et l'auteur souligne bien que pour ce jeune garçon, ce n'était pas juste une belle image à accrocher au mur de sa chambre. C'était un plan d'action littéral. Une carte au trésor prête à l'emploi. Il a déconstruit le succès de Ray Park étape par étape. Il n'a pas fait que rêver en fait. Il a décodé un vrai algorithme. Rock Park a soulevé la fonte. Il a gagné le titre de Monsieur Univers. Il a utilisé ce titre pour traverser l'Atlantique et une fois en Amérique, il est entré dans l'industrie du cinéma. La vision était d'une clarté absolue. Dès l'adolescence, ça a instantanément anéanti toute place pour le doute dans son esprit. Quand on sait que chaque kilo de fonte soulevé est un billet de bateau vers la Californie,
La douleur de l'entraînement n'est plus une souffrance. Ça devient un investissement qu'on peut mesurer. Et c'est cette clarté qui nous amène à la dimension profondément psychologique de sa carrière sportive, qui est super bien documentée dans le livre. Oui, parce qu'on a souvent tendance à réduire le culturisme à une affaire de génétique, de nutrition et d'haltères. Mais les récits de cette époque révèlent que c'était avant tout une partie d'échec, une guerre d'usure mentale. Il y a d'ailleurs cette anecdote stupéfiante dans le bouquin qui implique son meilleur ami et partenaire d'entraînement, Franco Colombu. Ah, j'adore ce passage. Pour bien visualiser la scène, le livre nous place dans une salle de sport moite et étouffante. Franco est sous une barre chargée à 225 kilos pour faire des squats. Une charge complètement colossale. Il réussit à faire 4 répétitions. Et soudain, c'est la panne sèche. Il tremble, il repose la barre, il est incapable de faire un mouvement de plus. Ses muscles refusent tout simplement de coopérer. L'échec musculaire total. Voilà. Et à la seconde précise où il abandonne, un groupe de jeunes femmes entre dans la salle. Notre protagoniste se penche alors vers Franco, qui est épuisé, et lui murmure que ses filles le regardent et pensent qu'il n'a pas la force de soulever ce poids. Et c'est un cas d'école fascinant sur la puissance du mental, parce que le résultat qui s'ensuit défie la biologie fondamentale. Franco se remet sous cette barre écrasante et enchaîne non pas une, mais 10 répétitions absolument parfaites. C'est fou quand on y pense. Ce que l'auteur illustre avec brio ici, c'est la théorie selon laquelle le cerveau agit comme un gouverneur central. Le corps possède des réserves de force inouïes, mais le cerveau, pour éviter la blessure, envoie un signal d'épuisement bien avant que les limites physiques réelles ne soient atteintes. Donc ce jour-là, l'ego était utilisé pour contourner ce mécanisme de sécurité ? Exactement. La leçon tirée de cet événement est majeure dans le livre. Si on parvient à pirater le disjoncteur mental, les limites s'effacent. Et cette compréhension intime de la psychologie, il l'a très vite retournée contre ses adversaires lors des compétitions. Ah oui, alors là, on touche à un machiavélisme assumé. L'histoire légendaire avec Sergio Oliva. Son plus grand rival. Celui qu'on surnommait le mythe parce qu'il semblait imbattable. Le livre raconte que juste avant de monter sur scène pour la compétition ultime, ils se croisent dans les vestiaires. Et là, l'attaque psychologique est d'une subtilité diabolique. Je regarde Oliva avec un air faussement innocent. Et il lui demande s'il n'aurait pas pris un peu de gras dernièrement. C'était un mensonge éhonté. Oliva était dans une forme spectaculaire, mais l'idée venait d'être inoculée. Et l'effet a été dévastateur. Oliva, qui était d'ordinaire hyper confiant, a commencé à douter de lui-même. Pris de panique, il s'est mis à essayer de pomper ses muscles frénétiquement en coulisses. Ce qui a eu pour effet d'épuiser son corps et de brouiller sa définition musculaire. Il a perdu la compétition avant même que les projecteurs ne s'allument. Cette stratégie s'appuie sur une philosophie plus globale que l'auteur détaille sous le concept du choc musculaire. Une notion clé du livre, oui. Ouais. L'idée centrale, c'est que tout organisme vivant s'adapte très rapidement à une routine. Si on répète les mêmes exercices, les muscles s'endorment et la croissance s'arrête. Pour forcer l'évolution, il faut constamment créer la surprise. Choquer le système avec de nouveaux angles, des poids inattendus. Et ce qui est fort, c'est que cette notion est devenue sa philosophie de vie entière. Ne jamais laisser son esprit s'installer dans le confort, toujours chercher à se déstabiliser pour continuer à grandir. C'est ça. Et d'ailleurs, en parlant de croissance et de refus du confort, le livre aborde un pan entier de sa vie qui est souvent ignoré du grand public. Son sens des affaires. C'est vrai qu'on a tous cette image d'Épinal de l'acteur qui enchaîne les petits boulots de serveur à Los Angeles en attendant la gloire et la fortune. Mais les faits rapportés dans l'ouvrage montrent une réalité très différente. Il était déjà millionnaire bien avant d'avoir prononcé sa première réplique mémorable au cinéma. C'est dingue. Et c'est une nuance cruciale pour comprendre son indépendance future. Il ne souffrait d'aucun attentisme. L'idée de s'en remettre au bon vouloir des directeurs de casting lui était insupportable. Dès son arrivée en Californie, il a activé une mentalité d'entrepreneur redoutable. Avec Franco, il a fondé une entreprise de maçonnerie. Mais là où d'autres auraient simplement cherché à poser des briques, son génie du marketing a opéré. Ils ont créé une véritable illusion de prestige. Ouais, ils ne se vendaient pas comme de simples maçons immigrés. Non, ils se présentaient comme des spécialistes européens du marbre et de la taille de pierre. C'est un retournement de situation fantastique. Ils ont pris leur accent étranger, qui aurait vraiment pu être un frein énorme, pour en faire un argument de vente incontournable. Ils avaient parfaitement compris la psychologie du consommateur californien. Les propriétaires aisés de Los Angeles n'avaient aucune envie de payer cher pour un ouvrier local. Mais ils étaient prêts à dépenser des fortunes pour s'offrir les services d'artisans au prétendu savoir-faire ancestral du vieux continent. C'est brillant.
Et en parallèle, le livre explique qu'il a lancé une entreprise de vente par correspondance hyper florissante. Il distribuait des livrets d'entraînement, des ceintures d'haltérophilie à ses admirateurs. Mais son intelligence financière ne s'est pas arrêtée là. Non, tous ces bénéfices n'ont pas servi à acheter des voitures de luxe. L'auteur montre comment l'argent était systématiquement réinvesti dans l'immobilier à Santa Monica. Il profitait à plein régime de l'inflation immobilière des années 70. Sa règle d'or était immuable. Prendre chaque dollar gagné et en faire 2 dollars. On pourrait se demander, en lisant ça, pourquoi une telle obsession pour l'argent, alors que son rêve ultime, c'était le grand écran? La réponse tient en un mot, la liberté. C'est ce qu'on appelle avoir les moyens de dire non. En devenant financièrement indépendant, hors du système hollywoodien, il s'est octroyé un luxe inouï. Il n'a jamais eu la pression de devoir accepter un rôle humiliant de garde du corps muet ou de méchant de bas étage juste pour payer son loyer. Il avait la capacité d'attendre patiemment le rôle de héros qui correspondait à sa vision. Et comme le souligne le livre, le pouvoir de refuser est le plus grand levier de négociation qui soit. Et des refus de la part de l'industrie, il en a essuyé au début. Quand l'auteur retrace ses premiers pas vers Hollywood, c'est vraiment une litanie d'obstacles. Les agents les plus influents de l'industrie le regardaient comme une anomalie totale. On lui listait sans cesse ses prétendus défauts. Un corps gigantesque, totalement inadapté aux standards de l'époque, qui favorisait les acteurs au physique beaucoup plus conventionnels. Ensuite, il y avait cet accent guttural, jugé incompréhensible par le public américain. Et, pour couronner le tout, un nom de famille autrichien à rallonge, impossible à prononcer et impossible à faire tenir sur l'affiche d'un cinéma. La recommandation générale des pros, c'était de changer de nom, de perdre du poids et de prendre des cours de diction massifs. Et c'est précisément face à ce mur qu'éclate son génie stratégique. La plupart des gens auraient désespérément tenté de gommer ses défauts pour se conformer au moule, pour rentrer dans la norme. Lui a fait l'exact opposé. Exclusive. Il a compris qu'il n'aurait jamais le rôle de l'intellectuel torturé. Mais en accentuant sa différence, il a créé un monopole de marché. Si un réalisateur cherchait un guerrier indestructible ou un cyborg venu du futur, il n'y avait aucun plan B possible. Son physique hors norme et sa diction robotique sont devenus les atouts majeurs de films taillés sur mesure comme Terminator. Il a magistralement transformé des passifs évidents en actifs inestimables. Et si on s'attarde un instant sur Terminator, le livre détaille l'éthique de travail obsessionnelle derrière la préparation du rôle. Et c'est fascinant. Il ne s'agissait pas seulement de porter une veste en cuir et d'avoir l'aile intimidant. Il s'agissait de devenir la machine. Les récits de tournage dans le livre rapportent qu'il passait des heures interminables, les yeux bandés, à démonter et remonter ses armes à feu. Le but, c'était que le mouvement devienne purement mécanique, ancré dans la mémoire musculaire. Parce qu'un robot ne regarde pas ses mains quand il recharge. Il passait aussi ses journées au stand de tir pour déshabituer son corps au bruit des détonations. Il se forçait à tirer des rafales sans jamais cligner des yeux, car une machine n'éprouve pas de peur et n'a pas de réflexe de sursaut. C'est ce niveau de dévouement qui sépare les bons acteurs des icônes culturelles. Tout à fait. Mais son intelligence de carrière va encore plus loin. L'auteur explique qu'une fois installé au sommet de l'Olympe des films d'action, il applique à sa propre carrière le fameux principe du choc musculaire. Il était conscient que l'âge finirait par rattraper ses capacités physiques et que le public pourrait se lasser. Donc il opère un pivot extrêmement risqué vers la comédie familiale à la fin des années 80. Avec des films comme Jumeaux. C'était un pari super audacieux. S'il échouait, il détruisait son aura de dur à cuire. Mais en réussissant, il a prouvé son autodérision et a massivement élargi son audience aux enfants et aux familles. C'est une stratégie de diversification magistrale expliquée dans le livre. Et cette volonté perpétuelle d'éviter la stagnation, ça nous mène très naturellement vers le troisième acte de cette vie incroyable abordée dans l'ouvrage, l'arène politique. Ah, la politique. Déjà, l'alliance maritale est en soi un scénario digne d'un film. Le livre décrit un homme fermement attaché aux idéaux républicains du marché libre, qui épouse une journaliste brillante appartenant à la famille Kennedy. L'incarnation même de la noblesse démocrate américaine. L'ouvrage relate ces faits de manière très impartiale, sans jamais prendre parti pour une idéologie ou une autre. L'accent est vraiment mis sur l'audace du parcours. Et le plus stupéfiant reste la conquête du pouvoir en 2003. En analysant cette ascension politique avec froideur, on retrouve la même mécanique d'audace pure. La Californie traverse une crise majeure, le gouverneur en place est menacé par une élection révocatoire. La logique politique traditionnelle voudrait qu'on commence par un mandat de maire, puis de législateur local, pour gravir les échelons un à un. Mais lui, il applique sa propre règle.
Pourquoi prendre l'escalier quand on peut construire son propre ascenseur? Exactement. Il se présente directement pour diriger un État qui pèse plus lourd économiquement que la plupart des pays du monde. Il a contourné la presse politique conventionnelle en annonçant sa candidature dans un célèbre talk-show de fin de soirée. Il s'est adressé directement aux électeurs comme il s'adressait autrefois à ses fans. Évidemment, la politique ne pardonne rien. Et le livre ne cache pas qu'il a subi de lourdes défaites. Lors d'élections spéciales, plusieurs de ses réformes phares ont été balayées par les électeurs, face à une opposition syndicale massive. Le livre est très factuel là-dessus. Il rapporte les événements sans porter de jugement sur le fond des réformes. Mais pour un homme avec un tel historique de victoire, le choc public a dû être monumental. Beaucoup de carrières politiques s'achèvent sur une telle humiliation. Et c'est là que l'entraînement d'une vie entière paie. L'auteur montre comment, face à cet échec cuisant, son approche a été une grande leçon de leadership et de résilience. La norme en politique, lors d'une défaite, c'est souvent de blâmer l'opposition, de dénoncer un complot médiatique ou de pointer du doigt le contexte économique. Mais lui s'est présenté face aux journalistes et a pris la responsabilité totale du désastre. Il a déclaré que le message n'était pas passé et que c'était sa faute. Il a traité cet échec électoral avec la même distance clinique qu'une barre d'haltère qu'il n'aurait pas réussi à soulever. On analyse la posture, on ajuste la prise et on retourne à l'entraînement. Il a immédiatement pivoté vers le centre de l'échiquier politique, il s'est mis à travailler en coalition et il a fini par obtenir sa réélection. L'échec n'était pas une remise en question de son identité, c'est ça qu'il faut comprendre. C'était simplement de la donnée à traiter. Alors, après avoir disséqué un parcours aussi tentaculaire d'un village sans eau courante au sommet du pouvoir, quelles sont les véritables pépites pratiques que ce livre nous permet d'extraire pour le quotidien? Qu'est-ce qu'on retient pour nous? En synthétisant la méthode présentée dans l'ouvrage, il y a 3 principes d'action très clairs qui se dégagent. Le premier principe, qui peut sembler un peu contre-intuitif pour des esprits analytiques, c'est la nécessité absolue de ne pas trop réfléchir au moment de passer à l'action. Ah oui, le danger de la paralysie par l'analyse. Exactement. L'excès de connaissance ou l'anticipation exagérée de l'échec bloque le mouvement. L'idée défendue ici, c'est d'étudier, de se préparer intensément en amont, mais une fois sur le ring, il faut faire confiance à son instinct. Le livre utilise l'analogie du boxeur, non? Oui. Si un boxeur réfléchit consciemment aux mouvements nécessaires pour esquiver un direct, il a déjà pris le coup. Il faut entraîner l'esprit jusqu'à ce que l'action devienne un automatisme fulgurant. Le deuxième principe fort qu'on retient de cette lecture, c'est l'injonction vitale à garder la faim. C'est un combat constant contre l'embourgeoisement mental. Tout à fait. Le confort est l'ennemi silencieux de l'évolution. Beaucoup de personnes brillantes atteignent un palier de succès et décident de s'y installer. Ils consacrent le reste de leur vie à protéger ce qu'ils ont acquis. Alors que la mécanique qu'on observe chez notre protagoniste, c'est le besoin d'avoir toujours une nouvelle montagne en ligne de mire. Dès que le sommet du culturisme a été atteint, le regard s'est tourné vers le cinéma. Dès que le cinéma a été conquis, le regard s'est tourné vers la politique. Accepter la stagnation selon ce livre, c'est accepter le début du déclin. Ce qui nous amène au troisième et dernier grand principe, peut-être le plus philosophique de tous, abordé vers la fin de l'ouvrage. C'est une sagesse héritée de son illustre beau-père, Sargent Shriver. Le fameux concept de briser le miroir. C'est l'aboutissement de toute cette trajectoire, en fait. Quand on évolue dans des domaines comme la compétition athlétique ou le cinéma, on passe littéralement sa vie à se regarder. On scrute son propre corps dans les miroirs de la salle de sport, on observe sa propre image sur les écrans. C'est une construction de soi qui est intrinsèquement narcissique. Mais qui est nécessaire pour atteindre l'excellence dans ces milieux. Oui, mais la véritable leçon du livre, c'est qu'une fois la réussite matérielle et sociale atteinte, il y a une obligation morale de briser ce miroir. Il faut cesser de regarder son propre reflet. Regarder à travers les éclats de verre pour voir le monde extérieur. Et mettre sa notoriété, sa puissance et son réseau au service de la collectivité. L'engagement public et la contribution à la société sont présentés comme les ultimes étapes du développement personnel. Le mythe du succès totalement individuel n'existe pas. On finit toujours par devoir rendre à la communauté ce que l'on a bâti. C'est une très belle conclusion pour ce livre. Pour résumer l'essence de cette trajectoire vertigineuse, cet ouvrage est la démonstration éclatante qu'une vision cristalline, soutenue par une éthique de travail monumentale et un refus joyeux d'écouter les sceptiques, permet de repousser indéfiniment les frontières du possible. Les obstacles ne sont plus des barrières, ils deviennent de simples problèmes d'ingénierie à résoudre.
Absolument. C'est la preuve que la discipline pure, lorsqu'elle est forgée dans l'adversité et alliée à une volonté féroce de toujours surprendre le système, peut transformer n'importe quelle contrainte initiale en un avantage compétitif absolu. C'est vraiment un livre qui pousse à l'action. Pour clôturer cette vaste exploration d'aujourd'hui, il y a une réflexion fondamentale à emporter avec soi. Le livre nous a prouvé que chaque domaine de compétence, chaque facette de notre existence, fonctionne exactement comme un groupe musculaire. Sans un choc régulier, sans être poussé fermement en dehors de sa zone de confort habituelle, il s'atrophie. L'adaptation permanente est le plus grand frein à l'évolution. Alors, pour toutes les personnes qui nous écoutent, en regardant honnêtement autour de nous, quelle est la partie de notre propre vie, de nos propres routines quotidiennes, qui s'est installée dans un confort beaucoup trop douillet? Et qui attendent désespérément un choc brutal pour enfin passer au niveau supérieur? C'est une question qui exige une introspection courageuse et qui donne irrépressiblement envie de lire ce livre pour bousculer ses propres certitudes. Merci de nous avoir rejoints pour cette session d'analyse. On se retrouve très bientôt pour poursuivre nos explorations.